Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Voici le point sur la clé pour rendre votre français plus riche, plus authentique, remplacer le verbe faire. Alors on est d'accord, le verbe faire est super utile. Le truc, c'est que les apprenants l'utilisent un peu à toutes les sauces, et ça rend le discours, disons, un peu générique. Alors que les locuteurs natifs, eux, choisissent des verbes bien plus précis pour être mieux compris. Premièrement, le vrai problème avec faire, c'est que ce n'est pas précis. C'est un verbe passe-partout qui reste vague. Pensez-y. J'ai fait un gâteau, c'est correct, mais un peu flou. Mais si vous dites « j'ai préparé un gâteau », là l'image devient tout de suite plus nette. Utiliser des verbes comme « créer » ou « réaliser », ça donne tout de suite plus de poids à vos idées. Deuxièmement, il y a des alternatives géniales pour chaque contexte. Pour un projet, au lieu de faire, on peut créer une invention, réaliser un film ou bien élaborer une stratégie. Pour les tâches de tous les jours, on peut préparer le dîner, organiser une réunion ou encore effectuer une analyse. Vous voyez, chaque verbe ajoute une couleur différente. Et enfin, le plus important, c'est une question de nuance. Ces verbes ne sont pas interchangeables, attention. Par exemple, créer, ça met l'accent sur l'innovation, comme dans créer une application. Tandis que réaliser, c'est plutôt la concrétisation d'une idée, comme réaliser un documentaire. C'est ce petit choix qui donne toute la saveur à votre français. En bref, bien choisir son verbe au lieu de se contenter de faire, ça change tout. Votre communication devient plus claire, plus efficace et surtout plus authentique. Bienvenue. Aujourd'hui, on analyse une leçon de français pour le niveau B1-B2. L'objectif est de remplacer le verbe faire par 15 alternatives. C'est une matière qui est déjà très solide, bien structurée, mais on va voir ensemble comment on peut la faire passer d'une très bonne ressource à une expérience d'apprentissage qui soit vraiment exceptionnelle. Oui, et le premier point qui m'a vraiment interpellée, c'est la structure. On a une liste de 15 verbes. C'est logique, mais ça peut aussi être un peu intimidant. Oui, un peu un mur de mots. C'est ça. Et je me demande si un regroupement thématique de ces verbes ne pourrait pas transformer la leçon. Passer d'une simple liste à un véritable guide stratégique, beaucoup plus simple à mémoriser. C'est exactement le point. Une liste linéaire, même si elle est bien faite, elle peut créer ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Oui, L'apprenant de ce niveau, B1, B2, il voit cette montagne de 15 verbes et il se dit bon, par où je commence? Lequel est le plus important pour moi maintenant? c'est un peu comme lui donner une grande boîte à outils sans lui expliquer à quoi sert chaque outil. C'est une excellente analogie. Et le risque, c'est le découragement. L'apprenant va peut-être survoiler la liste, en retenir 2 ou 3 au hasard et tout le reste est un peu perdu. Du coup, l'idée de regrouper, c'est de mettre de l'ordre dans cette boîte. Mais comment on fait pour que ces catégories soient vraiment intuitives, pour qu'elles ne soient pas juste une autre couche de complexité qu'on ajoute? C'est une très bonne question. Il ne faut pas créer des catégories académiques qui seraient trop abstraites. D'accord. L'idée, c'est de créer des catégories basées sur des besoins réels, des contextes de vie. On passe d'une logique de liste à une logique de situation. Pour que l'apprenant se dise « Ah, ça c'est pour moi Voilà. On anticipe sa question. Quand est-ce que je vais vraiment utiliser ça ? ». D'accord. Et concrètement, ça ressemblerait à quoi, par exemple? On pourrait imaginer, disons, 3 grandes sections. La première, qui est souvent très demandée, ce serait le vocabulaire du monde professionnel. Ah oui, très utile. Là, on y mettrait des verbes comme effectuer une tâche, mener un projet, diriger une équipe ou encore élaborer une stratégie, mettre en place une solution. Des verbes qui ont une vraie valeur sur un CV, dans un email. Je vois. Donc quelqu'un qui cherche du travail en France ou qui vient de commencer peut se concentrer juste sur cette section et voir un bénéfice immédiat. C'est très malin. C'est ça. Et pour les autres catégories? Alors, une deuxième section pourrait être parler de ses projets et créations. Plus pour les créatifs, les entrepreneurs. Exactement. On y trouverait des verbes comme créer, réaliser, bâtir, construire, développer. Et ça couvre plein de choses, de la construction d'une maison au développement d'une application. C'est intéressant, ça mélange le concret et l'abstrait. Et ça commence déjà à montrer des nuances subtiles entre les verbes. Oui. Et enfin, une dernière catégorie, plus générale, gérer le quotidien. Le b.a.-ba. Voilà. Des verbes comme préparer un repas, organiser une soirée. Des choses qui semblent simples, mais qui, en remplaçant systématiquement faire, élèvent tout de suite le niveau de langue de tous les jours. Ce qui est fort avec cette approche, c'est que l'apprentissage devient actif. L'apprenant n'est plus juste en train de recevoir une liste,
il fait un choix. Il fait un choix conscient en fonction de ses propres objectifs. On pourrait presque imaginer un mini-test au début. Quel est votre but? A. La carrière. B. Vos passions. Et hop, on le guide vers la bonne section. On personnalise le parcours, c'est exactement ça. Et cette idée de contextualiser, de rendre les choses utiles tout de suite, elle s'applique encore plus à la grammaire. Oui, la grammaire qui est souvent le parent pauvre, la partie la plus aride. Et ça nous amène directement au deuxième point, la fameuse partie 3 de la leçon, la section de grammaire. Qui est très bien faite, d'ailleurs. Elle est excellente, pleine d'infos super utiles, mais elle est complètement séparée de la liste des verbes. Oui, Et du coup, on demande à l'apprenant un effort intellectuel qui est énorme. D'abord, il doit mémoriser 15 mots, et après, dans un deuxième temps, il doit aller dans cette autre section pour essayer de connecter des règles abstraites à des mots qu'il maîtrise à peine. c'est un double effort, et c'est là qu'on perd du monde. L'information est là, mais elle n'est pas intégrée. C'est ça. Donc la suggestion, ce serait de faire éclater cette partie 3, de la démanteler et de distribuer ces petites pépites d'information directement là où elles sont utiles, juste à côté de chaque verbe. D'accord. L'idée, c'est de fournir l'info au moment précis où l'apprenant en a besoin. Le just-in-time learning, comme on dit. Exactement. Mais si je joue un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on ne risque pas de surcharger chaque point? Si chaque verbe arrive avec sa propre mini-leçon de grammaire, ça peut vite devenir très lourd, non? C'est un vrai risque. C'est un vrai risque si c'est mal fait. L'idée n'est pas de copier-coller un non-paragraphe de grammaire à chaque fois. Il s'agit plutôt d'intégrer des microdoses de grammaire ou de style, et de les présenter non pas comme des règles, mais plutôt comme des conseils pratiques. Des sortes de « le saviez-vous » ou de post-it? Voilà, exactement. Des encadrés points de nuance ou notes de style. D'accord. Donc on ne parle pas forcément de conjugaison complexe, mais plutôt de quoi, par exemple? Donne-moi un exemple concret. Prenons le duo créer et réaliser. Ils sont dans la même catégorie thématique. Oui. Juste après avoir donné les exemples pour ces deux verbes, on pourrait insérer un petit encadré point de nuance qui dit par exemple créer, c'est l'étincelle, l'invention qui part de rien. Réaliser, c'est la concrétisation, c'est transformer une idée en objet. D'accord, c'est beaucoup plus digeste. L'information est la même que dans la section grammaire, mais comme elle arrive au moment où on compare les deux, elle prend tout son sens. Elle est contextualisée. Et ça s'applique aussi au registre de langue, au style. J'imagine, oui. Pour le verbe effectuer de la catégorie pro, on ajouterait une note de registre. Attention, effectuer est plus formel que faire. C'est parfait pour un rapport écrit, mais peut-être un peu lourd dans une conversation à la machine à café. Oui, ou pour bâtir et construire une note stylistique. Bâtir a une connotation plus noble, plus grande. Bâtir un empire. Alors que construire, c'est plus technique. Construire une maison. En fait, en faisant ça, on change complètement la perception de la grammaire. Ah oui? Ce n'est plus un ensemble de règles punitives à apprendre par cœur, ça devient un outil de précision, un nuancier qui permet à l'apprenant de faire des choix pour s'exprimer. La question n'est plus quel est le bon verbe, mais quelle est l'intention exacte que je veux communiquer. C'est beaucoup plus valorisant. C'est ça. On lui donne les clés pour parler un français non seulement correct, mais un français qui est fin, qui est précis. C'est vraiment ça le passage du niveau B1 au B2. Exactement. Et si on pousse cette logique de contextualisation jusqu'au bout, on a contextualisé les mots dans des thèmes, la grammaire près des mots, et si on contextualisait la leçon entière dans une histoire? On y arrive. C'est notre troisième et dernier point, et c'est peut-être le plus transformateur. Le storytelling? Le storytelling. La leçon se termine avec l'histoire de Marc, un apprenant qui a réussi à améliorer son français. C'est une super idée pour montrer l'impact, mais sa place tout à la fin en fait juste une anecdote. En fait, ça a marché pour lui. On nous raconte son succès, on ne le vit pas avec lui. L'apprenant reste un spectateur passif. Exactement. Alors que si on utilisait son parcours comme la structure même de la leçon, Ah oui, là on change tout. On ne lit plus une liste de vocabulaire, on suit un personnage dans sa quête. comment on pourrait commencer alors? Au lieu de « voici 15 verbes », On commencerait par voici Marc, par exemple. Laissez-moi vous présenter Marc. Il vient d'arriver à Québec pour un nouveau job. Première réunion d'équipe, il doit présenter son travail et il dit timidement « Alors, j'ai fait une analyse du marché ». oula, je le sens mal pour lui. Petit silence. Puis son manager lui demande « D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ?» Tu l'as mené, élaboré, et là, Marc est complètement déstabilisé. C'est le début de son voyage. C'est excellent. En quelques phrases, on a un protagoniste auquel on peut s'identifier, on a un enjeu clair, un conflit, l'empathie est immédiate. On a envie que Marc y arrive. Et donc, on a envie d'apprendre avec lui.
Et comment ça s'articule avec les catégories de verbes qu'on a définies avant? C'est là que tout se connecte. Le premier défi de Marc, c'est son travail. Donc la première partie de la leçon, c'est Marc qui doit préparer une présentation super importante. La situation parfaite pour introduire le groupe de verbes professionnels. Exactement. On le suit. On voit qu'il doit élaborer un plan, qu'il doit mener une recherche, effectuer son analyse et enfin mettre en place des recommandations. Les verbes ne sont plus abstraits. Ce sont les outils qui permettent à Marc de surmonter son défi. Et les exemples ne sont plus des phrases génériques, ce sont les phrases que Marc utilise lui-même pour préparer sa présentation. C'est brillant. Ça ancre l'apprentissage dans une vraie narration. C'est ça. Et pour les autres catégories? On continue avec Marc. On peut imaginer un deuxième chapitre. Marc commence à se faire des amis. Pour s'intégrer, il décide d'organiser une petite soirée chez lui. Le prétexte idéal pour introduire la catégorie « Gérer le quotidien ». Voilà, on le voit organiser l'événement, préparer un plat de son pays. On apprend avec lui, mais cette fois dans un contexte plus détendu, plus social. Chaque situation qu'il vit débloque un nouveau groupe de compétences. J'adore cette idée. On passe d'un format qui est purement informatif à un format qui est immersif. Mais il faut que l'histoire soit bien faite, qu'elle ne sonne pas trop... Artificiel, trop pédagogique. C'est le point clé. Il faut se concentrer sur les émotions, sur les défis réels, montrer les hésitations de Marc, peut-être même une petite erreur qu'il fait en utilisant un verbe, puis comment il se corrige. Il faut qu'on ait l'impression d'être avec lui. D'accord. Et surtout, la conclusion de la leçon n'est plus un résumé, c'est le point culminant de l'histoire de Marc. Sa présentation. Sa présentation. La dernière partie de la leçon, ce serait le récit de ce moment. On verrait les phrases exactes qu'il utilise, pleines de ces nouveaux verbes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie que j'ai élaborée. Pour cela, j'ai mené une étude approfondie et effectué une analyse. On ne nous dit plus « Marc a réussi », on le voit réussir. Sa transformation devient la preuve vivante que la leçon fonctionne. L'impact est décuplé. Ah oui, l'apprenant ne termine pas en se disant « j'ai appris 15 mots », mais « j'ai vécu une transformation avec Marc, et maintenant je sais comment faire pareil ». La mémorisation devient émotionnelle, pas seulement intellectuelle. C'est un changement de paradigme complet. C'est tout l'objectif. Donc, si on résume les 3 axes d'amélioration qu'on a explorés. Le premier, c'est de restructurer la liste de verbes en catégories thématiques basées sur les besoins réels et usages. Le pro, le créatif, le quotidien. Pour un apprentissage qui soit beaucoup plus ciblé. Exactement. Le deuxième point, c'est d'intégrer les conseils de grammaire et de style directement au cœur de la leçon, à côté de chaque verbe, pour que la grammaire devienne un outil de précision et non une corvée. Un outil contextuel. Et enfin, le troisième axe, c'est de tisser cette histoire de Marc tout au long de la leçon pour en faire un véritable fil conducteur narratif. Oui, pour transformer une leçon informative en une expérience qui soit immersive, engageante, où l'apprenant devient le compagnon de route du héros. C'est ça. Franchement, ces 3 ajustements pris ensemble, ils ne font pas qu'améliorer la leçon. Ils la réinventent complètement. On passe d'un document qui transmet de l'information à une expérience qui inspire la confiance et qui montre un chemin vers la maîtrise. C'est tellement plus puissant. Absolument. On serait vraiment très curieux de voir une version retravaillée qui intégrerait ces suggestions. N'hésitez surtout pas à nous la soumettre à nouveau. La discussion serait, je pense, passionnante à poursuivre. Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant de la langue française, un verbe que tout apprenant connaît par cœur, faire. Il est partout, il sert à tout, mais c'est justement là que le bas blesse. Exactement. Et la question qui nous occupe, tirée des textes qu'on a étudiés, c'est de savoir s'il faut le combattre. Pour un apprenant qui a déjà un bon niveau, disons intermédiaire, est-ce qu'il faut activement chercher à éliminer le verbe faire pour parler un français plus riche, plus précis, ou est-ce que cette quête du mot juste est en fait un piège ? Pour ma part, je pense que c'est une étape non seulement bénéfique, mais absolument essentielle. Dépasser le stade du verbe faire, c'est la clé pour vraiment maîtriser la langue. Et de mon côté, je soutiendrai que cette obsession à vouloir remplacer faire à tout prix est contre-productive. Elle risque de paralyser l'apprenant et de nuire à ce qui compte le plus, la communication fluide. Pour moi, c'est simple. Le verbe faire, c'est un peu une béquille. C'est utile au début, bien sûr, quand on apprend à marcher, mais si on ne s'en débarrasse jamais, on finit par boiter. Son côté passe-partout rend le discours flou, imprécis. Le matériel qu'on a analysé le montre très bien. Quand un apprenant dit « j'ai fait quelque chose cet après-midi », bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il a préparé un rapport, il a construit une maquette, organisé une réunion, on ne sait pas.
Utiliser des verbes comme créer, réaliser, effectuer, ça change tout. Ça donne la confiance, de la crédibilité. C'est ce qui permet de passer d'un français, on va dire, de survie à un français d'expression. L'exemple de Marc, le stagiaire au Québec, est limpide. Son évolution professionnelle est directement liée à sa capacité à abandonner ce verbe refuge. Je comprends la logique, mais je pense qu'elle part d'un postulat qui est erroné. Oui, faire est un verbalise, mais c'est justement ça qui fait sa force pour un apprenant de niveau B1, B2, c'est-à-dire quelqu'un qui peut déjà se débrouiller, mais qui cherche encore ses mots. À ce niveau-là, la priorité, c'est de garder la conversation vivante, de ne pas la laisser mourir toutes les 30 secondes parce qu'on cherche le mot parfait. D'ailleurs, le document lui-même nous met en garde. Il liste une quinzaine de verbes de remplacement, mais il souligne pour chacun les pièges, les conjugaisons difficiles, les prépositions à ne pas oublier, les nuances de sens. Cette chasse au mot juste peut créer beaucoup plus d'erreurs qu'elle n'apporte de clarté. Et puis, soyons honnêtes, l'idée de parler comme un natif est un mythe. Les natifs, dans une conversation de tous les jours, on les entend dire « je vais faire les courses » ou « tu peux faire le dîner ». Le message passe parfaitement. Forcer un non-natif à bannir ce mot peut rendre son discours complètement artificiel. Mais là, on ne parle pas de faire les courses. On parle de contexte, notamment professionnel, où la précision est-elle cruciale. Et l'exemple de Marc, justement, ne se situe pas dans une conversation informelle. Quand il dit à son directeur « j'ai fait une analyse », ce n'est pas une communication réussie. La preuve, c'est que le directeur doit lui demander de préciser. Attendez, je vous arrête là. Le fait que son directeur lui pose une question n'est pas un signe d'échec de la communication. C'est le quotidien de n'importe quel bureau. Ce n'est pas n'importe quelle question. Il ne demande pas quand est-ce que ce sera terminé, il demande en substance qu'est-ce que tu as fait exactement. Le verbe faire a créé un vide sémantique. Et c'est pire avec le client. Quand Marc dit « nous allons faire un site web », le client est dans le flou. Il doit demander si le site sera construit, développé, conçu. Dans ce cas précis, le mot « faire » n'a pas simplifié la communication, il l'a compliquée en la rendant ambiguë. Ça a nui à sa crédibilité de jeune professionnel. Ce n'est qu'en commençant à utiliser des verbes comme « élaborer une stratégie » ou « mener à bien un projet » qu'il a été pris au sérieux. L'impact est direct et mesurable. On interprète vraiment cette situation de deux manières opposées. Pour moi, le problème de Marc, ce n'est pas le mot. C'est peut-être l'idée qui n'est pas encore assez claire dans sa tête au moment où il parle. La précision du langage suit la précision de la pensée, pas l'inverse. Le forcer à choisir sur le champ entre élaborer, construire et développer aurait pu le paralyser complètement. Il aurait bafoué, perdu le fil. Au lieu de ça, il a utilisé un mot simple, « faire », qui a ouvert la discussion. Son directeur a demandé des détails, et Marc a pu les donner. La communication n'a pas échoué, elle s'est faite en 2 temps. C'est un processus tout à fait normal. Mais pourquoi se contenter d'un processus en 2 temps quand on peut être clair et efficace dès le premier mot ? Apprendre une langue, c'est aussi apprendre à structurer sa pensée à travers les mots que cette langue nous offre. C'est un cercle vertueux. En ayant à sa disposition la différence entre bâtir un empire, qui est symbolique, et construire une maison, qui est technique, on est obligé de clarifier sa propre pensée. Mais à quel coût ? Le coût de l'effort, qui est le propre de tout apprentissage. Ignorer ces nuances, c'est se contenter d'une version aplatie, basique de la langue. C'est comme peindre avec 3 couleurs quand on a toute une palette à sa disposition. Je vois l'image, mais elle est trompeuse. Ce que vous appelez effort, je l'appelle charge cognitive. Et pour un apprenant B1, B2, elle est déjà énorme. Il jongle avec la grammaire, la conjugaison, la prononciation, et vous voulez lui ajouter la pression de devoir choisir le synonyme parfait à chaque phrase. C'est le meilleur moyen de le faire taire. Et le risque d'erreur est bien plus grand. Le matériel mentionne par exemple le verbe procéder. C'est un excellent substitut à faire dans un contexte formel. Mais on ne dit pas procéder une analyse, on doit dire procéder à une analyse. C'est ce genre de petits détails, cette préposition qui manque, qui peut complètement déstabiliser quelqu'un en pleine conversation. Et alors ? L'erreur fait partie du jeu. On se trompe, on est corrigé, on apprend. C'est comme ça qu'on progresse. Pas si l'erreur vous humilie ou bloque la communication. C'est un piège que j'ai vu maintes et maintes fois. Un étudiant passe 30 secondes à chercher le mot parfait pour remplacer faire. Le fil de la conversation est complètement perdu, l'interlocuteur s'impatiente, et au final, il aurait pu dire faire un gâteau et tout le monde aurait compris instantanément. C'est ça le vrai coup. Le gain en précision est marginal, mais le risque de paralyser l'échange est immense. Dire « j'ai organisé un gâteau » au lieu de « j'ai préparé un gâteau », c'est une erreur bien plus visible et déroutante que le simple usage de « j'ai fait un gâteau ». Là, je trouve qu'on ne fait pas assez confiance aux apprenants.
Quelqu'un qui se lance dans l'apprentissage du français, qui atteint un niveau intermédiaire, a de l'ambition. Son objectif n'est pas juste de commander un café, mais de pouvoir débattre, travailler, créer des liens. Le texte que nous analysons est très clair là-dessus. Je cite « Remplacer faire, c'est la clé pour être compris, crédible et fluide. La fluidité ne vient pas que de la vitesse, elle vient aussi de la précision. Rester cantonné à faire par peur de l'erreur, c'est se condamner à rester dans une zone de confort qui vous identifie pour toujours comme une débutante. C'est une forme d'auto-limitation. » Si on suit votre logique, à quel moment un apprenant est-il censé quitter cette zone de confort? N'y a-t-il pas un risque de vouloir brûler les étapes? Le bon moment, c'est précisément le niveau B1, B2, quand les bases sont là et qu'on cherche à affiner son expression. C'est le moment de prendre des risques calculés, d'expérimenter. C'est un investissement. Ça demande un effort au début, oui, peut-être qu'on parlera un peu plus lentement pendant quelques semaines, mais le gain final en termes de clarté et de confiance en soi est inestimable. Là, je pense qu'on a une vraie différence de philosophie. Pour moi, l'objectif premier n'est pas d'imiter un idéal de locuteur natif, mais de communiquer efficacement, ici et maintenant. Cette focalisation quasi obsessionnelle sur un seul mot, faire, me semble être une mauvaise approche pédagogique. On risque de créer des apprenants qui ont une peur bleue de faire des phrases simples, qui analysent chaque mot avant de parler. La vraie fluidité, celle qui permet de plaisanter, de raconter une histoire, de changer de sujet rapidement, elle vient de l'automatisme, de la capacité à laisser les idées sortir sans filtre. Et dans ce processus, faire est un allié, pas un ennemi. C'est l'huile dans le moteur. Un allié qui vous empêche d'aller plus vite et plus loin. C'est un paradoxe. Vous parlez de fluidité, mais une conversation où l'un des interlocuteurs doit constamment demander des précisions parce que l'autre utilise des termes vagues n'est pas fluide. Elle est hachée, laborieuse. Enrichir son vocabulaire, ce n'est pas juste une question de style ou d'imitation, c'est une question d'efficacité. Je ne suis pas d'accord. L'enrichissement du vocabulaire est fondamental. On est d'accord là-dessus. Mais il doit se faire naturellement, par l'exposition à la langue, la lecture, l'écoute, pas par l'interdiction dogmatique d'un verbe aussi utile. La priorité à ce stade, c'est de consolider les structures, la grammaire, la confiance en soi. Une fois que ce socle est vraiment solide, alors oui, on peut commencer à polir, à chercher le mot plus rare, la tournure plus élégante. Vouloir tout faire en même temps, c'est la recette pour l'échec. C'est une question de hiérarchiser les priorités. En conclusion, je reste convaincue que si faire est un point de départ nécessaire, la démarche active de chercher à le remplacer est le signe d'un apprentissage mature. C'est un effort ciblé qui paie. C'est ce qui transforme une simple utilisatrice de la langue en une véritable locutrice, capable d'exprimer les nuances de sa pensée, de gagner en crédibilité et finalement de prendre plus de plaisir à parler. Le matériel qu'on a lu n'est pas un livre d'interdit, c'est une carte qui montre un chemin vers un français plus riche. Et je maintiens que présenter l'éradication de faire comme une priorité est une erreur. L'intention est bonne, mais la méthode peut être anxiogène et contre-productive. Elle met l'accent sur le détail au détriment de la vision d'ensemble, qui est de communiquer avec aisance et spontanéité. Faire n'est pas une faiblesse, c'est un outil polyvalent, un couteau suisse qu'il faut savoir utiliser à bon escient. La vraie compétence est de savoir quand un simple faire suffit et quand un verbe plus précis est nécessaire. C'est un socle sur lequel on doit bâtir et non une ruine qu'il faut raser. Notre échange le montre bien, je crois. Derrière cette simple question du verbe faire se cache un dilemme fondamental pour quiconque apprend une langue étrangère. À un instant T, que doit-on privilégier? La précision, au risque de ralentir et de se tromper, ou la fluidité, au risque d'être un peu moins subtile? Tout à fait. C'est la tension permanente entre le fond et la forme, entre l'efficacité et l'élégance. Il n'y a sans doute pas de réponse unique, mais cette discussion basée sur le matériel d'aujourd'hui nous force à nous interroger sur nos propres objectifs en tant que locuteurs et apprenants. C'est une réflexion essentielle.